Bonjour, je suis Marie Robert. Alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis d'abord professeure de philosophie à la fac, au lycée. Et puis ensuite j'ai créé mes propres écoles Montessori. J'ai 4 écoles et 2 crèches. Et je suis également auteure de philosophie, alors à travers des livres, à travers des podcasts, à travers différents supports, avec à chaque fois comme fil conducteur une passion absolue pour la transmission. C'est assez amusant de constater que depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années maintenant, le terme résilience est devenu une sorte d'incontournable dans les médias, mais aussi dans les réflexions même universitaires. Quels que soient les domaines, en sciences humaines, on utilise énormément ce terme. Alors la résilience, il y a toujours l'idée d'évaluer la résistance à un choc, et effectivement, on convoque le mot dans tout un tas de domaines différents. Que ce soit la résilience face à une crise collective, que ce soit la résilience dans l'intimité, quand on vient de vivre un deuil, une rupture, une maladie, que ce soit la résilience dans notre vie professionnelle et ses différents aléas. C'est toujours un peu le terme, le Graal, la chose à conquérir, ce territoire incontournable pour continuer à avancer. Pour moi, la résilience, c'est pas du tout la capacité à encaisser les chocs. La résilience, c'est plutôt la capacité à intégrer nos failles dans notre existence, à faire avec, à leur donner la trace nécessaire pour justement laisser la transformation se faire. Pour moi, dans la résilience, il y a l'idée d'intégrer les événements de notre vie. Non pas de les balayer, non pas de les nier, non pas de vouloir les résoudre à tout prix ou les mettre dans un coin, mais au contraire, les incorporer à notre histoire, à notre récit intime. Dans mon métier, une des choses particulières, c'est que je transmets toute la journée. Quels que soient les individus, quel que soit l'âge, quel que soit le public, je transmets. Et ce que j'essaye modestement de transmettre, encore plus parce que je transmets l'histoire de la pensée, c'est justement de montrer que l'histoire de la pensée, en philosophie du moins, est aussi l'histoire de nos résiliences. C'est l'histoire de toutes les failles, de tous les gouffres, de tous les aléas qui nous ont conduits jusqu'ici. Nous sommes héritiers de ces failles. Et non pas parce qu'on les a mis de côté, mais au contraire parce qu'à chaque fois, toutes ces failles, tous ces gouffres, tous ces déchirements nous ont épaissis. C'est comme ça qu'on a travaillé notre pensée, c'est comme ça qu'on a perçu d'autres espaces, qu'on a eu des idées. Donc il y a un lien très fort entre cette idée d'une résilience qu'on incorpore à notre récit intime et qu'au fur et à mesure on incorpore aussi à nos récits collectifs. Et plus on laisse de la place à la résilience, plus on accepte qu'elle soit visible, qu'elle soit amplitude, plus je crois on apprend non seulement à faire intimité, mais aussi à faire société. Je pense souvent à la phrase de Samuel Beckett quand je parle de résilience, c'est « je ne peux pas continuer, je vais continuer ». Et donc, au fil de ces décennies et de cette ampleur qu'a pris le terme, la résilience est devenue tellement un incontournable qu'au fur et à mesure, il y a presque cette idée d'injonction à la résilience. Tu tombes, relève-toi, sois résilient, enfin. Et en fait, philosophiquement, je me pose la question. Jusqu'où ? Jusqu'où être résilient ? Comment être résilient ? Est-ce que la résilience se convoque immédiatement ? Est-ce que dès qu'il nous arrive quelque chose, on enclenche un espèce de petit processus interne de « Ah, très bien, j'appuie sur le bouton résilience ». Moi, j'ai la conviction, sans doute parce qu'en philosophie, je travaille aussi beaucoup la question de l'identité, la question de l'identité dans un temps long, sur l'échelle de notre vie et pas juste sur un point d'impact. J'ai la conviction qu'avant d'être résilient, il y a un temps de l'acceptation. Qu'on ne peut pas convoquer la résilience juste dans une immédiateté, dans une injonction forcée, mais que la résilience se construit en amont si on accepte. Si on constate que c'est difficile de tomber, que c'est difficile de traverser un deuil, une rupture, une maladie, que c'est difficile d'avoir des aléas, quels qu'ils soient et quelle que soit la teneur. Donc je suis
partisane d'un temps d'acceptation, d'un temps où on traverse toute l'amplitude émotionnelle que supposent les chocs de nos vies, quels qu'ils soient. Et parce qu'on laisse du temps dans cette traversée des émotions, parce qu'on accepte que c'est dur, parce qu'on accepte qu'on va être confronté à des très hauts et des très bas, alors ensuite, la résilience peut être saine, peut être sincère. Donc je crois que c'est pas du tout balayer, c'est pas dire que la résilience n'existe pas, c'est pas lui ôter aucune de ses vertus, et bien sûr que c'est ce qui nous permet d'avancer et de continuer, mais c'est juste peut-être déplacer un tout petit peu la temporalité de la résilience pour que ça ne devienne pas une charge supplémentaire dans une vie qui l'est déjà. Il y a une idée d'un philosophe tchèque qui s'appelle Jan Patočka, qui est très 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 précieuse pour moi, c'est l'idée de l'amplitude. Nos vies, il y a du très haut, il y a du très bas, et puis il y a aussi tous les à côté. Et Patočka nous dit on ne peut pas avoir une vie ample si on n'a pas des rêves amples, et cette amplitude, elle passe par tout un tas de variations. Et toute cette variation, c'est aussi ce temps qui va précéder la résilience. Des jours où peut-être on se sentira un peu conquérant, on se dira ok, je peux continuer, je peux y aller. Et puis des jours qui seront beaucoup plus douloureux. Et puis peut-être aussi des jours en demi-teinte où on se dira bon, je mets un pied devant l'autre, mais est-ce que le cœur y est? Je ne sais pas. Donc cette idée d'amplitude qui précède la résilience, c'est, je crois, la meilleure façon de respecter notre identité, de respecter notre temps émotionnel qui ne sera jamais le temps de l'immédiateté ni d'une réparation forcée et d'une réparation voulue par la société mais avec laquelle on n'arrive pas à suivre. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on vit dans une société de l'immédiateté, dans tous les domaines. On reçoit un texto, on a la sensation qu'il faut y répondre tout de suite, parce que si on laisse un laps de temps, on va être relancé, on ne va pas répondre à la temporalité exigée par la société. Et c'est comme ça dans l'intégralité des domaines. Et ce qu'il y a de curieux, encore plus lorsqu'on traverse une maladie, c'est que plus que jamais, on a encore plus de mal à répondre à cette immédiateté. Tout simplement parce qu'on est dans l'impossibilité de satisfaire aux injonctions temporelles que la société attend de nous. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Fiat, qui nous sensibilise justement à cette différence de temporalité entre l'homme bien portant et l'homme malade. Et il explique que c'est peut-être une des plus grandes variations, au-delà du vécu intime, des traitements, des vécus corporels, c'est de dire on ne vit pas dans le même espace de temps. Et le comprendre, l'accepter, sensibiliser aussi les autres en disant en fait, là je ne peux pas être dans la même temporalité. C'est aussi faire appel à une empathie dont notre société manque parfois cruellement. Et non pas une empathie qui infantilise, mais au contraire, une empathie qui permet de dire il y a des moments d'existence où les temps sont différents. On sera toujours plus rapide ou plus lent que d'autres individus. Et être sensibilisé à ça, comprendre ces variations de temporalité, bien c'est aussi construire un vivre ensemble, un faire société, que ce soit dans des étapes, bien encore une fois, dans tous les aléas que la vie représente, et aussi évidemment dans la traversée de la maladie. Il y a toujours l'idée, et le champ lexical le montre, que quand on rentre dans un état de maladie, on convoque bien souvent un vocabulaire guerrier. On va combattre le cancer, on va être un héros, un guerrier. Alors évidemment, cette terminologie, elle est mobilisée pour valoriser, pour soutenir, pour encourager. Pour autant, je trouve qu'il y a quelque chose de très difficile de tout de suite imaginer qu'au moment même où on apprend sa maladie, on va devenir un guerrier. Donc déjà, il y a une réflexion autour de la temporalité. Est-ce que je peux immédiatement devenir un guerrier? Mais la deuxième réflexion, elle est autour de qu'est-ce que ça veut dire être un guerrier? Qu'est-ce que ça veut dire que devenir un combattant? Moi, je travaille beaucoup sur les figures de l'Antiquité. Il y a une figure qui me bouleverse, c'est celle d'Achille, le héros absolu d'Homère, qui est toujours représenté comme le véritable guerrier, solide sur ses appuis, avec sa lance. Donc on est vraiment dans cet imaginaire-là. Et pour autant, lorsqu'on observe le texte d'Homère, on s'aperçoit d'une chose, c'est que certes, Achille est un guerrier, mais Achille est un guerrier qui pleure. Achille est un guerrier qui sanglote. Achille est un guerrier qui, à certains moments, s'arrête
pour être transpercé de larmes. Donc je crois qu'il y a peut-être autour de cette idée, de cette image, 2 points à avoir. Déjà, reculer l'idée du combat. On ne peut pas tout de suite être en combat et quoi qu'il en soit, on ne peut pas être en combat tout au long de la maladie. Il y a des moments où on a juste besoin d'être dans la vulnérabilité et de l'accepter. Et en second lieu, il y a l'idée de se dire qu'un combattant, c'est pas celui qui serre les dents. Ça peut aussi être celui qui sanglote, qui est en boule dans son canapé, et c'est pas pour autant qu'on est moins valeureux, bien au contraire. C'est aussi peut-être ces moments d'acceptation des émotions qui vont permettre de continuer, d'avancer et effectivement de triompher. Je crois que la vulnérabilité dans nos sociétés est quelque chose que nous devons chacun d'entre nous assumer. Il y a toujours ce problème de on estime que c'est la société qui doit nous laisser la place. Mais nous, à quel moment on ose se montrer vulnérable? Moi, j'ai toujours observé, et je l'observe en regardant les enfants, qu'en fait, quand un enfant arrive dans un espace de classe en disant « voilà ce qui vient de m'arriver », eh bien souvent, au-delà de la peur, au-delà du fait qu'on a toujours la terreur de se dire « est-ce que les autres vont m'accepter ?» En fait, bien souvent, ils sont beaucoup plus compréhensifs que ce qu'on pense. Parce que tout d'un coup, on est dans une justesse, on est dans une authenticité. Donc je crois que c'est un effort aussi individuel d'aller au-delà de nos craintes, au-delà de nos réticences, au-delà parfois d'une pudeur qu'on met en place parce qu'on a l'impression que ça nous protège, mais d'oser montrer notre vulnérabilité. Et si chacun d'entre nous, à tous les moments de notre vie, avec tout ce qu'on traverse, on ose se montrer authentiquement vulnérable, j'ai la conviction que c'est comme ça qu'on fait aussi évoluer les lignes et qu'au fur et à mesure, on n'aura plus peur d'arriver dans n'importe quel espace, que ce soit une salle de classe, que ce soit une réunion, en disant aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Que j'aime particulièrement d'un musicien qui s'appelle Avishai Cohen et le morceau s'appelle Leolam. Et c'est une musique pour moi qui évoque justement le temps de la résilience. Il y a des moments extrêmement doux, extrêmement puissants, extrêmement lointains, et puis tout d'un coup une agitation. Et puis à nouveau des moments doux, puissants, lointains, et à nouveau une agitation. Et en fait, quand je parle de variation émotionnelle, quand je parle d'amplitude, Leolam évoque justement toutes ces variations d'état. Non pas quelque chose de linéaire avec juste un refrain et ça y est, on s'excite, on s'agite, mais plein de moments différents qui sont tous aussi puissants les uns que les autres, justement parce qu'ils varient et qu'ils viennent au plus profond de nous convoquer toute cette capacité, toutes ces ressources à la fois de joie et à la fois de chagrin.